Bonsoir chers internautes. Je suis chargée de vous dire que pour ceux qui étaient déjà sur leur écran en train de suivre le documentaire sur l'Uruguay, le documentaire est interrompu pour notre émission Le Monde et nous, et il reprendra dans son intégralité à la fin de cette émission, c'est-à-dire dans 1 heure environ. Alors ce soir, je suis très heureuse de recevoir Pierre Chaillot, qui est un jeune statisticien que j'ai rencontré le mois dernier au Garden à La Baule, où il donnait une brillante conférence au cours de laquelle il a réussi l'exploit de m'intéresser aux statistiques, moi pour qui c'était la bête noire. L'ayant écouté avec attention, je ne suis pas étonnée qu'il ait réussi par son sérieux et sa fougue à forcer l'intérêt d'un épidémiologiste tel que Laurent Toubiana, ainsi que celle du sociologue en la personne de Laurent Mucchielli, qui est directeur de recherche au CNRS. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jackie et merci de me recevoir sur TVADP. C'est un plaisir. Tu m'as appris qu'il n'existe pas de preuve par la statistique, que corrélation n'est pas causalité. Bon, j'ai donc compris combien l'interprétation des données est fragile. Il t'a fallu un grand courage pour te lancer dans cette démonstration implacable que nous étions tous les victimes d'une grande arnaque, en dépit des malades réels et des décès, hélas, réels également. En effet, noyés de chiffres alarmants qui nous étaient assénés à longueur de journée, nous, enfin tout au moins moi, n'avons pas eu le réflexe immédiat de demander qu'est-ce qui était compté en fin de compte. Ce que tu as fait. Donner la définition de ce qui était compté, car comme le dit Laurent Mucchielli dans la préface de ton livre, en citant Olivier Véran, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Et cette phrase est une aberration scientifique pour toi. Oui, on doit discuter de tout, ça c'est la science, et tout remettre en question en permanence, et surtout des chiffres. Et en effet, une statistique, comme tu viens de le rappeler Jackie, c'est un comptage. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on commence à compter. C'est comme ça que ça naît. La statistique, c'est les résultats de ça. Et donc la personne qui donne la définition, c'est-à-dire qui dit ce que l'on va compter et qui explique comment on va le compter, c'est elle qui maîtrise la statistique finale. Et tout ce qu'on a vécu, toutes les statistiques estampillées Covid-19 sont une arnaque au comptage. On a commencé à compter quelque chose et la manière dont on l'a compté, ce n'est pas de la science, c'est de la bureaucratie. C'est tout ce que je montre dans la conférence. Développé, oui. Voilà, et donc toutes les statistiques Covid-19 ne peuvent en aucun cas être considérées comme un résultat scientifique et de la science, et tout scientifique qui s'en saisit pour tenter de prouver quelque chose avec est dans l'erreur et ne fait pas de la science. Il ne fait que reproduire, euh, théoriser quelque chose qui est un résultat de bureaucratie. Et donc voilà, c'est ça qui est très grave, c'est d'avoir fait croire, et malheureusement d'avoir trompé beaucoup de monde, quel que soit d'ailleurs le bord des personnes-là, que ces statistiques pouvaient dire quelque chose d'un point de vue scientifique et c'est faux. Est-ce que tu peux nous dire quel chemin a pris ton interrogation? À quel moment tu t'es dit que ça clochait, ça ne pouvait pas coller à la Alors, vérité? il y a eu plein d'étapes puisque j'ai mis 3 ans à écrire ce livre qui est le résultat, finalement de 3 ans d'investigation, d'une petite centaine d'articles, de nombreuses personnes avec qui j'ai discuté et qui, chacune, avait des morceaux du puzzle en place, heu, chacune dans sa spécialité. Bon, moi, j'ai eu une première alerte, on va dire, quand, je l'explique dans le livre, on est en février 2020 et puis il y en a dans tous les médias merci, il y en a dans tous les médias que pour le nouveau virus tueur en Chine et les nombreux morts, en Chine, l'hécatombe qu'il y aurait en Chine en février 2020 et en février 2020, on annonce, 2 500 décès du coronavirus tueur dans un pays d'1,5 milliard d'habitants, sachant que 2 500 décès, c'est ce qu'il y a tous les jours en France l'hiver. Donc voilà, on est un pays 20 fois plus petit, c'est ce qui décède tous les jours l'hiver en France et là, on nous annonce qu'il faut lancer une panique mondiale, parce que c'est ce qu'il y aurait en un mois, en plus d'un mois, en Chine. Donc ça, d'un point de vue démographique, ça tient pas la route. Il y a absolument personne qui peut avoir peur de parce que quelqu'un a compté 2 500 décès de quelque chose en Chine sur un mois, ça tient pas la route 2 secondes. Mais on a quand même les médias qui poussent des cris d'orfraie et qui, finalement, font des choux gras de ça.
Et donc c'est là-dessus que moi je commence, juste en rappelant la démographie. 2 500 décès, c'est parfaitement ridicule pour la Chine, c'est ce qu'il y a tous les jours en France, je le rappelle. Je sais plus, je le mets dans le livre, mais en Chine, il y a peut-être Mmh. 50 décès tous les jours. C'est c'est voilà, ça c'est juste l'ordre de grandeur n'était pas le bon. Donc c'est ça qui met la puce à l'oreille, c'est une question d'ordre de grandeur et de démographie. On n'est pas du tout dans ce qu'il faut pour lancer une panique. Oui. Et donc tu passais par, la perplexité, la stupéfaction, le doute, la colère, je lis, l'incompréhension, la lassitude, l'espoir, la désillusion et un nouveau départ. Oui, c'est mon cheminement, celui que j'explique, dans le livre et donc le cheminement que j'explique, il s'arrête à un moment où je dis qu'il faut tout remettre à plat. Parce qu'on a vécu tous un peu des choses similaires, je pense, avec au début, bon, la perplexité, dans mon cadre professionnel en tout cas, avec des dirigeants, des responsables assez hauts hiérarchiquement, enfin tout le monde était en mode: «Mais il se passe rien, faut arrêter les conneries». Donc C'était au tout niveau de pardon, c'était au niveau de l'INSERM, hein? non, 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 Non? c'était pas du tout dans ce cadre professionnel-là, c'était ailleurs. J'ai jamais travaillé à INSERM. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien et c'était partagé, de tous les milieux, même voilà, familialement, il y a Oui. beaucoup de gens qui ont des gens qui sont chefs d'entreprise, même petites, tout ça et on voyait bien que les gens étaient vraiment plus que perplexes. Et puis il y a eu, c'était le confinement qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe alors qu'il ne se passait rien, mais rien du tout de visible pour qui que ce soit. Au moment où il y a le confinement, il n'y a pas la moindre personne qui peut affirmer qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel quelque part. Et je le montre ces statistiques, hein, voilà, que ce soit les décès ou les malades comptés, il ne se passait rien du tout en France. Et le confinement est lancé. Donc là, c'est la stupéfaction totale. Pourquoi font-ils ça? Et il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de se dire: «Ah bah, ce doit être très grave, puisqu'on arrive à cette extrémité». Et quand on est a posteriori et qu'on regarde les statistiques, on sait qu'il ne s'est rien passé avant. Et puis il y a le doute quand j'explique, c'est-à-dire que moi j'étudie non pas les chiffres qui sont balancés par, Salomon, à la télé tous les jours pour faire peur, parce que quand il dit 300 décès dans la journée, on s'en fiche, voilà, même quand il y a quasiment pas de morts en France, qu'on est au plus bas, plus bas, plus bas, il y a 1 500 décès tous les jours. Donc quand on vous dit 300 dans la journée, bah, c'est 300 parmi 1 500 donc il se passe rien du tout. Mais là, moi qui suivais les statistiques de décès totaux total, heu, bien je vois bien que le nombre de décès a augmenté pendant le confinement et donc moi à ce moment-là, j'interprète ça en me disant: «Ah oui, tiens, il y a quand même une méchante grippe qui a sévi, en France, qui a fait monter le nombre de décès». Et puis donc voilà, ça c'est mon doute, mais ça redescend très vite et je me dis: «Bon voilà, une méchante grippe a circulé, mais c'est pas la peine d'en faire des pataquès, comme ça a été». Ça, c'est complètement disproportionné. Et puis arrive, la en fin 2020 où j'ai l'idée, de séparer les décès par tranche d'âge pour me rendre compte qu'il s'est pas passé grand chose et rien du tout pour les jeunes. Et puis je lance un calcul, de décès standardisé, hein, pour prendre en compte l'évolution de l'âge des gens, pour comparer d'une année à l'autre et je me dis: «Tiens, je vais comparer cette fameuse première vague de mars-avril 2020 à, ce qu'avait été appelé la vague de la grippe de 2017 en hiver». Sachant que c'est pas du tout la plus grosse vague, hein. Mais pour me dire: «Ah tiens, je vais comparer, le covid et la grippe» et je me suis dit, très honnêtement, hein, je me suis dit: «Bon, le covid, c'est un peu plus mortel que la grippe, donc je vais avoir une vague plus forte en 2020 que ce qu'il y a eu pendant l'hiver 2017, mais pas beaucoup». Puisque voilà, on voit bien que les courbes peuvent se superposer et je fais le calcul et je trouve qu'il y en a moins et sur, 65 jours et donc là, je suis, extrêmement abasourdi de me dire: «Mais en fait, on est vraiment en train de faire du vent avec rien». Et je fais la standardisation sur toute l'année. Je me rends compte qu'en 2020, il est décédé le même nombre de personnes qu'en 2015, si on prend Oui, en compte l'âge des gens et ça la m'a frappée. population. Oui. Et donc je me dis: «Mais en fait, il s'est rien passé du tout, d'exceptionnel par rapport à l'habitude» et ça, c'est une vraie surprise parce que je m'y attendais pas et on est en décembre 2020 et là, je suis assez, bon, au moins je suis rassuré parce que je me dis: «Le bilan démographique de l'INSEE va sortir en janvier 2021» et ce qui est bien avec les mathématiques, c'est que quand on a les mêmes chiffres et qu'on a les mêmes formules, on trouve le même résultat au bout. Donc moi, je suis très rassuré et je me dis: «Bon, bah, cette panique va cesser immédiatement d'ici quelques jours».
quand l'INSEE sortira son bilan démographique. Et d'ailleurs, je me dis: «Il faut que je me dépêche, je vais sortir ma vidéo d'abord, ça va leur couper, l'herbe sous le pied». Heu, Puis du coup, je pourrais Oui. montrer que j'ai fait les calculs aussi. Donc je sors ma vidéo, Covid versus grippe, on voit bien qu'il se passe rien du tout. Une vidéo assez longue d'ailleurs, mais bref. Et là, l'INSEE sort son bilan démographique et du coup fait les gros titres en annonçant: «Record de décès, plus 9 hécatombe», et que c'est dû à la maladie de la Covid. Dû en plus, alors qu'elle avait aucun moyen de le savoir. Et donc là, c'est une grosse désillusion de ma part et je me dis: «Bah, on n'est pas sorti du sable», puisqu'en fait, même les instituts qui ont toutes les cartes en main pour calmer le jeu, dire tranquillement ce qui se passe, faire le 2 poids 2 mesures, thèse, synthèse, enfin thèse, antithèse, synthèse, pour Mmh. dire: «D'accord, il y a eu plus de décès que d'habitude, que l'année précédente, mais si on prend en compte l'âge des gens, qu'on regarde les taux de mortalité, on se rend compte que c'est pas exceptionnel, qu'on ait la même mortalité que 2015, que pour les jeunes, il ne s'est rien passé du tout. Donc il y a juste des personnes âgées qui sont un peu plus décédées que l'année d'avant, mais ils sont décédées comme en 2015 finalement. Donc voilà, et Mais il y rassure». a aussi de plus en plus de personnes âgées grâce au Exactement. baby-boom, donc c'est Et normal. du coup, je m'attends à ce que l'INSEE dise tout ça, les 2 pendant, et ils Oui, choisissent un seul angle d'attaque et donc ne sélectionnent qu'une partie des statistiques, celles qui permettent de continuer à entretenir la machine de la peur. Et oui, donc là, c'est une vraie désillusion, une déception. Ouais, il y a même une certaine colère de ma part de me dire: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?» Puis voilà, il y a peu de temps, je sais plus à quel moment, il y a l'article du Lancet qui sort un truc sur l'hydroxychloroquine en disant que oui, c'est mortel. Moi, j'y connais rien et je fais aucune promotion d'aucun médicament. Je lis juste la méthodologie de l'étude et je me dis: «Mais c'est complètement naze», d'un point de vue statistique quoi, j'entends, de méthodologie statistique. On apprend d'ailleurs après que finalement c'était, même toutes les données étaient bidons, tout était faux. Donc c'est un là, moi, je tombe de ma chaise puisque j'apprends à ce moment-là qu'on peut sortir des données enfin des études complètement bidons pour défendre un point de vue et faire n'importe quoi. Alors que oui. moi, j'avais pas été habitué à ça, on m'avait appris, plutôt l'inverse, qu'il fallait se référer aux études scientifiques et donc là, je me mets en lire un paquet et bon, déjà, je suis très en colère de découvrir que finalement celle-là est complètement bidon et que bon, on s'en émeut un petit peu, mais pas tant que ça parce qu'en fait, c'est monnaie courante et que tout le monde sait que la énormément d'études sont complètement bidons et qu'on peut pas savoir, pas distinguer le vrai du faux de ce qui sort dans la presse scientifique. C'est pas enfin, le travail de relecture est bâclé, il y a du pognon en jeu, enfin bref, je découvre tout ça et je me mets à en lire d'autres et je découvre qu'en effet, il y a tout un tas d'études, toutes celles qui ont été écrites sur cette histoire de Covid, mais qui sont toutes bonnes à foutre à la poubelle, qui ont toutes été validées en quelques jours, alors que normalement ça prend un an de relecture si on veut Oui, refaire les calculs et cetera. Donc tout ce qui est balancé sur Science, Nature, tout ça, tout est entièrement, politique quoi, il y a aucun sérieux là-dedans, donc voilà, comme je les vaccins qui se font en 10 ans et pas en 3 jours. oui, oui, c'est ça et puis même on pourra en reparler, Mmh. de 10 ans et des preuves scientifiques qu'il y a derrière, mais bon, en tout cas, il y a au moins du temps normalement, de façon à permettre aux gens de relire et de vérifier. Bien Là, il y a sûr. rien, donc tout part, en rouleau compresseur et donc c'est déjà qu'avant c'est n'importe quoi, même quand il y a longtemps pour regarder, bah, alors là, c'est vraiment la foire au grand n'importe quoi dans tous les journaux scientifiques. Bon, c'est une découverte, pour ma part. Et puis je continue quand même d'étudier ce qui se passe et puis le nouveau départ, c'est quand je me rends compte que depuis le début, j'analyse la crise en ayant des certitudes sur le fait qu'il y a bien un virus qui circule, que l'on sait scientifiquement qu'il y a une transmission qui se fait, que tout ça c'est très bien étudié. Et puis, bah, donc je reproduis, ce que j'entends, on va dire. Donc c'est-à-dire que même dans ma manière d'analyser mes modèles, bah, j'ai un biais de perception qui est que je suis persuadé de savoir comment ça marche. Et donc je discute, il se trouve, avec plein de personnes, dont, Denis Rancourt, canadien, qui me dit notamment que j'ai dit une belle connerie en racontant qu'il y avait des virus qui circulaient d'est en ouest en Europe, et que les gens tombaient malades, par contamination d'un pays à l'autre et que ça tient pas la route 2 secondes puisque tout le monde meurt en même temps. Je suis assez abasourdi d'entendre ça, vu tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Mmh Je mh. vérifie, il a entièrement raison. Donc ça détruit complètement ma compréhension de ce qui est en train de se passer, où moi j'analysais une faible mortalité d'un virus circulant, mais pas plus dangereux que ce qu'on appelle grippe, à la remise en question totale de ce qu'on est en train de compter et je me dis: «Mais voilà, il faut repartir de la base. Finalement, le métier de statisticien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de compter?»
Et là, je fais énormément de découvertes à la suite pour me rendre compte que la totalité de ce qui a été compté est entièrement bidon. Et donc on Et fait une c'est là erreur. pardon, c'est là tout le mérite que tu as, auquel tu as droit, parce que tu as réinterprété, les données. C'est-à-dire qu'on mélangeait tout dans ce qui était compté dans les précédents résultats. Heu, on ne faisait pas attention aux tranches d'âge, on a tout mélangé. Tu vas nous détailler tout ça beaucoup mieux que ce que je peux évoquer. Mais au niveau des hôpitaux, qu'on disait saturés, qui en fait n'étaient pas saturés du tout, tu es reparti de zéro pour expliquer tout ça. Ça, c'est bravo. Oui, oui, il faut abandonner entièrement ce qu'on croit savoir si on veut avancer, en science, si on a déjà des préjugés, un prisme, bah, fatalement on est orienté. Heu, Oui, on n'en donc sort pas. voilà. On n'en sort pas. Et c'est ce Mmh. qui arrive à beaucoup de gens qui tentent d'expliquer les spécificités du Covid en disant: «Ah, c'est comment ils disent? C'est un virus diabolique, c'est un Oui. virus pas comme les autres, c'est un virus, très spécifique puisqu'il donne tous les symptômes», alors qu'en fait, on est juste en train de compter n'importe quoi. Oui, Et oui, 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 donc oui. quand on se remet droit sur ses pieds, qu'on se dit: «Qu'est-ce que je suis en train de faire?» et qu'on se dit: «Mais non, mais je suis en train de compter n'importe quoi», tout devient beaucoup plus clair et il faut arrêter et on arrête d'essayer de se raccrocher à une certitude on a une certitude et on essaie de raccrocher tous les résultats pour lui faire coller ce qui ne tient pas, on est tout le temps obligé d'en rajouter. Donc la science, c'est pas ça. La science, c'est pas avoir des certitudes et ensuite coller des bouts de sparadrap aux interprétations de la réalité pour et mettre des sparadraps partout pour que la théorie initiale Bien tienne. sûr. La science, c'est, on a des observations, on met en place une théorie, ensuite on fait des expériences, on a d'autres observations et si ça colle plus, c'est que la théorie est fausse, point. Donc il faut Et repartir oui, d'autre chose oui. et donc tout ce qui s'est passé sur cette histoire de Covid, c'est en effet un dogme théorique, qu'on a dû nous faire bouffer. Il y a rien qui colle et on a mis du sparadrap partout, tout le temps et c'est donc ce n'est pas de la science, c'est plutôt de la religion, quoi. Donc tu démontres bien qu'il y a pas eu d'hécatombe quelque part, que la saturation hospitalière annoncée, ben non, elle n'existait pas, même si à certains endroits, il y a pu y avoir saturation, mais tu expliques pourquoi? Oui, il y a tout à fait, il faut rappeler, le contexte, c'est-à-dire qu'on est en 2020. Heu, bon déjà le contexte, c'est quand même que des hôpitaux saturés, c'est le cas tous les ans. Il y a des images, des vidéos, des reportages de BFM tous les ans sur les hôpitaux qui saturent l'hiver, c'est le quotidien, c'est normal. Dès qu'il y a des gens et l'hiver, les gens sont plus malades que l'été. Oui, et alors, pardon, juste pour souligner que, on diminue quand même le nombre de lits chaque année, Bien entre sûr, oui, parenthèses. j'en parle dans le livre. On a beaucoup Mmh, plus de personnes âgées, tu en as parlé, et on mmh, a fait moins 100 000 lits, c'est quoi ces 30 dernières années d'hôpitaux? Donc ça ne fait le problème fait que s'accentuer. On a de plus en plus de absolument. personnes âgées qui ont besoin de lits, il y a de moins en moins de lits, bah, ça sature, Voilà. Bah c'est oui. normal. Donc il y a pas de surprise au fait qu'il puisse y avoir saturation. En revanche, il y a des décisions qui ont été prises qui ont en effet fichu un boxon monstre. Il se trouve, j'en parle dans le livre, qu'il y a 10 ans, il y a eu une escroquerie, c'était une escroquerie, c'est assumé par le rapport du Sénat de l'époque, qui s'appelait H1N1. Donc Mmh. une escroquerie où on a fait croire à une pandémie mondiale mortelle, sur lequel il n'y a pas du tout plus de morts que d'habitude d'aucune sorte, et où on a voulu vacciner tout le monde avec, un vaccin où des gens ont souffert d'effets indésirables graves, notamment des narcolepsies. Il y a des procès qui sont toujours en cours où les gens sont en train de gagner, enfin en France, plus de 10 ans après. Bon, et bon, pour que les gens sachent, hein, quand on se a une escroquerie comme ça, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une panique, on a acheté, donc on a rubis sur l'ongle, donc extrêmement cher, des vaccins qui servaient rigoureusement à rien, sauf à rendre malades les gens. Donc c'est avec nos impôts qu'ont été payés ces vaccins, c'est avec nos impôts qu'on a payé les gens qui en ont vacciné d'autres, c'est avec nos impôts qu'il y a des gens qui ont dû être soignés, à cause des vaccins qu'on leur avait donnés, et c'est encore avec nos impôts qu'il risque d'y avoir des dédommagements pour de ces Et personnes. on va recommencer. Voilà, de ces personnes qui ont eu des effets indésirables. C'est jamais les Ouais. laboratoires qui payent. D'aucune sorte d'escroquerie qu'ils ont mis en place, même s'il y a des rapports du Sénat pour le dire. Personne ne D'autant plus tombe, qu'ils se jamais, sont bien, hein, les labos se sont bien couverts, hein, ils sont responsables de rien du tout. jamais. Il C'est y a nos les lois impôts qui payent. extraterritoriales qui les protègent, Oui, oui, non, mais c'est toujours avec notre argent, qu'on oui. qu'on paye tout. Bon bref, il y a eu cette escroquerie H1N1, mais à la fin de H1N1, il y a eu un rapport qui a été fait pour dire: «Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de grande pandémie?» Même si,
on n'en a pas vu, hein, H1N1 était une escroquerie, mais c'est pas grave. Ils ont fait un grand plan, ils ont dit: «Bah, H1N1, si les gens sont pas morts, qu'il s'est rien passé, c'est parce que, bah, quand il y a eu la grande pandémie, bah, les gens, quand ils étaient malades, ils sont allés voir leur médecin traitant tranquillement. Le médecin traitant, il les a auscultés, il a fait comme d'habitude, il les a fait rentrer chez eux et puis il y a pas eu du tout plus de morts que d'habitude, on n'a rien vu et donc faut Mmh. faire comme ça». Donc un plan qui est sorti, plan pandémie disant voilà, en cas de grande pandémie, on envoie les gens chez le médecin et puis, bah, si jamais, heu, le médecin trouve que c'est trop grave, il envoie à l'hôpital en deuxième rideau. C'est le plan. Bon, en 2019, il y a des gens qui ont écrit un autre plan pandémie qui s'appelle le plan Orsan-Reb et ils ont dit: «Le plan précédent, c'était que des conneries, nous, on sait beaucoup mieux ce qu'il faut faire. Quand il y a une grande pandémie, la première chose à faire, c'est d'interdire aux médecins de voir les gens. Première chose. Deuxième chose, c'est que les gens doivent être dirigés vers des hôpitaux spécialisés habilités à recevoir les malades, qui seront au nombre de 38. 38 hôpitaux seulement sur les 1500 que compte la France. Heu, voilà et puis surtout, on change la définition de la maladie où finalement les symptômes, on s'en fout. Ce qui fera foi, ce sont les fameux tests. La Ah, c'est technologie pervers. maintenant nous permet de Mmh. savoir quand une personne est malade, c'est-à-dire que voilà, quand on est malade, en fait, on n'a aucun symptôme, mais très bien, mais sur la base d'un test, on va dire si on est malade ou pas. Ça, c'est une perversion de la science et de la médecine qui est incroyable. Les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point c'est une escroquerie et à quel point c'est extrêmement grave et dangereux. Hem, mais voilà J'aime et ce bien plan pardon, j'aime bien ton exemple, sur les femmes enceintes quand on parle de la validité des tests. oui, oui, il y a en effet, la plupart des gens connaissent les tests de grossesse. Heu, donc un test de grossesse, une femme fait pipi dessus et puis il va lui dire si elle est enceinte ou pas enceinte. Bon, heu, mais ce qui fait foi, c'est le fait d'être enceinte ou pas enceinte. C'est pas le test qui décide, c'est la réalité, c'est pas le test, c'est le fait d'être enceinte ou pas enceinte. C'est-à-dire que chaque test a ce qu'on appelle une spécificité et une sensibilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait, il se peut se tromper dans les 2 sens. Les tests de grossesse sont réputés extrêmement fiables à 99,99 de chaque côté. Mais si on s'amusait à faire pipi à tous les petits garçons, des écoles primaires françaises, il se pourrait bien qu'on ait un ou 2 tests positifs à l'intérieur. La question étant, leur démarre-t-on un suivi de grossesse à ces petits garçons qui ont un test positif? Un suivi de grossesse asymptomatique évidemment, hein. C'est sûr, La réponse est non, enfin, c'est débile. C'est pourtant ce qu'on a fait avec cette histoire de Covid-19. Sur la exactement. base de rien, on démarre quelque chose. C'est stupide et dangereux. Et même dans l'autre sens, on a une femme qui est enceinte jusqu'aux yeux, on lui fait faire un pipi sur un test de grossesse, ça sort négatif, parce que le test n'a pas marché. Est-ce qu'on lui interdit d'accoucher? «Rentrez chez vous madame, on ne veut pas vous voir». Ça n'a pas de sens. La réalité, c'est d'être enceinte ou pas enceinte. Bon, puis en plus, ce qui est bien avec ce test-là, c'est qu'on peut mesurer la fiabilité du test. Puisque si on fait pipi à des femmes, enceintes, bah, ça doit sortir positif et si jamais il y a des tests qui ressortent négatifs, ça nous permet de calculer l'erreur du test, donc sa Mmh. sensibilité. Et inversement, si on a des femmes ou des hommes, des gens qu'on sait ne pas être enceintes quand on leur fait faire pipi dessus, bah, on peut compter le nombre de tests qui sortent quand même positifs, qui seront très faibles aussi et ça nous permet de calculer dans l'autre sens. Voilà, la Bien sûr. spécificité. Pour les fameux tests Covid-19, c'est une maladie qui n'a pas de symptomatie. Je ne sais pas si Heu, tu les ouais. co les que et cette Le histoire de ce son qu'on syn appelle Covid-19, c'est une maladie qui n'a pas de symptomatie spécifique. Il y a rien qui a été clairement établi et donc vous m'entendez? ça coupe, il y a des coupures. Là, on n'entend pas. Heu, est-ce que on ne t'entend plus, Pierre? Est-ce que tu pourrais peut-être reprendre sur, le téléphone au lieu de l'ordinateur? Là, il y a pas de son et l'image est fixe. Voilà, Est-ce tu as l'air que de c'est bon pour revenu. vous? Tu es revenu, c'est bon. Très bien. Bon, j'ai changé de connexion. Oui, je disais, ce qu'on appelait Covid-19, c'est une maladie sans symptomatie spécifique. Donc n'importe qui pour n'importe quoi pouvait être compté comme Covid-19.
Ce qui veut dire qu'il n'y avait aucun moyen de connaître la spécificité et la sensibilité du test relativement à des symptômes médicaux. Donc, quand les gens se sont fait tester contre la Covid-19, on leur a dit test positif. Il n'y avait aucun moyen de savoir combien il y aurait de faux positifs ou de faux négatifs. Personne n'en sait rien puisqu'il n'y a aucun gold standard. Ce qu'on appelle le gold standard, pour les tests de grossesse, c'est le fait d'être enceinte ou pas enceinte. C'est ça qui fait foi. Pour le Covid-19, vu qu'il n'y a aucune symptomatie qui est décrite correctement, eh bien, il n'y a pas de gold standard. Donc, on ne peut pas savoir ce que vaut le test. Donc, tous les gens qui se sont fait tester ne peuvent pas savoir ce que ça vaut, d'aucune sorte. La probabilité que le test dise vrai ou faux, personne n'en sait rien. Les seules choses sur lesquelles les tests ont été calés, ce sont les fameuses cultures sur reins de singe où les virologues disent que si on met des échantillons sur des reins de singe, on voit se développer des virus. Mais ces cultures sur un singe n'ont pas non plus le moindre rapport avec aucune symptomatie. C'est-à-dire que ça se voit sur les données du ministère de la Santé, vous avez un test positif, dans la majorité des cas, vous n'êtes pas malade, ce qui pose problème quand on prétend que c'est un virus qui rend malade. Et quand vous avez un test, et qu'est-ce qu'on voit? Quand vous avez un test négatif, comment ça se passe? Non, c'est l'inverse. Quand vous avez un test positif, vous êtes en majorité pas malade et quand vous êtes malade, vous avez en majorité un test négatif. Donc C'est malade exact. estampillé Covid-19, hein, avec les symptômes prétendus Oui, de oui, oui. Covid-19. Donc il y a aucun rapport entre le test et une quelconque maladie. Et quand on regarde les résultats de l'étude qui ont été faits par l'IHU de Marseille avec la culture sur un singe, il n'y a pas non plus le moindre rapport entre les résultats de la culture sur un singe et une quelconque symptomatie. C'est-à-dire qu'à aucun moment ces tests-là n'ont prouvé détecter la moindre pathogène, c'est-à-dire le moindre élément qui puisse rendre malade. Ça, c'est voilà. Ce Donc on est sur qu'avait du n'importe indiqué quoi. ce qu'avait indiqué le créateur du test lui-même, hein, d'ailleurs. Oui, oui, Carré Mullis, mais qui a Ah dit c'est oui. pas un diagnostic. On est en train de mesurer une probabilité que se trouvent dans l'échantillon des brins d'ARN. C'est tout ce Mmh. qu'on est en train de faire. Là-dessus, on a des il y en a qui enfin voilà, il y en a qui les apprentis sorciers, ça a été dit pour autre chose, mais on peut le dire aussi là-dessus. On a des apprentis sorciers qui ont dit: «Ah bah, du coup, puisqu'on sait forcément quand on est malade, c'est un virus et qu'en plus on sait que les virus, on connaît très bien les séquences», voilà, tout ça, c'est sujet à caution, j'en parle dans le livre. Eh Oui. bien, on va pouvoir dire si une personne est infectée par un virus de cette manière-là. Et c'est une escroquerie scientifique, du début à la fin. Et j'insiste sur ce sujet. Lisez les résultats statistiques qu'il y a avec les cultures sur un singe, qu'il y a notamment avec les liens avec ce qu'on trouve dans les RT-PCR, etc. On n'est pas du tout dans le cadre de la preuve scientifique. On ne peut pas dire c'est forcément faux, ce n'est pas une preuve scientifique, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'on sait comment ça marche et puis que si on a fait un test sur quelqu'un qui serait positif, on a le droit de le considérer malade de quelque chose. Ça, c'est pas de la science du tout, hein. C'est vrai, Mmh. ça a été c'est une escroquerie scientifique totale. Donc ça, c'était pour la partie test. Mais si je reviens du coup à notre fameux plan Orsan-REB, donc qui dit voilà, en cas de pandémie créé en 2019, en cas de pandémie dorénavant, les médecins n'ont plus le droit de prescrire. C'est le test c'est le test qui va faire foi pour définir la maladie et seulement 38 hôpitaux seront habilités à recevoir la maladie. Mmh. Eh bien, ce plan Orsan-REB, il a été déclenché en France en février 2020. Donc il ne se passe rien du tout en termes de maladies. Il y a les maladies habituelles en France, il n'y a pas plus de morts, enfin il ne se passe rien. Sauf qu'on est en train de dire, tous les malades Covid-19 ne doivent plus consulter leur médecin, mais doivent se rendre directement dans l'un des 38 hôpitaux habilités sur 1500. Et un malade Covid-19, c'est quoi? Comme j'ai dit qu'il n'y avait pas de symptomatie, c'est-à-dire qu'un malade Covid-19, ce sont des maux de tête, le nez qui coule, de la fièvre, des diarrhées, des nausées, des maux de ventre. Donc n'importe quel symptôme de n'importe quelle maladie devient du Covid-19. Donc à partir du Ben oui. déclenchement du plan Orsan-REB, tous les malades français ont été, et il y en a quand même 67 millions, donc il y en a un petit peu, ont été redistribués sur 38 hôpitaux. Et tous les malades des maladies habituelles. Et donc là, oui, on a une saturation sans qu'il se passe rien, d'autres qu'il y a une désorganisation de 38 hôpitaux, c'est tout. Puisque les médecins ne soignaient plus, qu'il fallait les envoyer là-bas et qu'il n'y avait que 38 sur 1500 qui pouvaient les accueillir. C'est tout ce qui s'est passé. Ça a tellement saturé qu'au bout d'une semaine, ils sont passés au plan niveau 2. Ils ont dit, bon, c'est plus 38, c'est 108 hôpitaux. Mais toujours 108 sur 1500 sans que les médecins puissent intervenir, Oui, ça a resaturé d'un coup. bien sûr. Et c'est là qu'ils ont lancé le plan blanc général. On doit être fin février, début mars,
où ils ont dit tout le monde dehors dans les hôpitaux. Tous les hôpitaux maintenant doivent supprimer, plan maximal, doivent virer tout ce qui n'est pas immédiatement utile, nécessaire. Et puis, tous les hôpitaux peuvent accueillir du Covid-19, mais dans des ailes spécifiques. Donc Et c'est le là qu'on bordel a qui est... rebaptisé les différents services ou des lits qui n'étaient pas du tout prévus pour la réanimation et on les a rebaptisés, ça a encore modifié tous les comptages. Oui, C'est bien déjà là, mieux. ça modifie tous les comptages parce que n'importe qui a le nez qui coule va être compté Covid-19 en Oui. arrivant à l'hôpital, enfin, donc, et Oui. va m'être mis dans une aile spécifique. Donc on va, on va foutre le bordel dans chaque hôpital, sachant on a déjà des problèmes en termes d'organisation et de saturation permanente. Donc bon, voilà, on crée un bordel monstre, on vire plein de monde, on va compter tout ça en Covid-19, et sur ces entrefaites, peut être pris une décision en disant: «La seule chose qu'on peut faire pour des malades Covid-19, il y a pas de traitement, ça se soigne pas du tout, et donc il faut les intuber». C'est tout. Ce Ce qui est qui est mortel. une Voilà, ce qui est mortel dans beaucoup de cas, ce qui est du siècle, en particulier sur des personnes âgées, et puis ce qui met les gens en réanimation pour du très long terme, ceux qui survivent à ce qu'on est en train de leur faire, hein. Et donc ils disent: «Faut multiplier les lits de réanimation», et donc ils les multiplient, et donc les services de soins critiques, qui sont les endroits des hôpitaux, pas les conventionnels, mais où il y a le plus de difficultés, qui sont divisés en services de soins continus, services de soins intensifs et services de réanimation. Eh bien, on dit, les services de soins continus sont désormais considérés pour moitié comme des réanimations. Donc, on n'a pas plus de personnel, c'est pas vrai, on n'a pas plus de lits, on a juste un changement de catégorie des lits de soins continus en lits de réanimation. Ce qui va faire que dans les comptages, on va avoir tout plein de gens qui vont être codés comme du Covid, même si au final c'est ridicule au total, et on va avoir tout plein de gens qui vont être comptés en réanimation parce que voilà, c'est là qu'on fout les gens, parce qu'on veut les intuber, et puis qu'en plus on a compté tous les lits de soins, enfin une bonne partie des lits de soins critiques comme étant de la réanimation. Mais c'est une escroquerie de comptage, on a juste changé de catégorie des choses. Encore une fois. Ouais. Voilà, et donc le rapport de la TIH qui sort en octobre 2021 démontre tout ça. D'une part, le nombre de malades estampillés Covid qu'il y a eu sur toute l'année 2020 est parfaitement ridicule, c'est 2 d'activité. Et donc c'est ridicule partout, quelle que soit la manière de compter. L'année 2020, c'est l'année où on a le moins soigné les gens parce que comme on a viré tout le monde de l'hôpital et qu'il n'y a pas eu de problème Covid, très peu sont venus par rapport à d'habitude. On a perdu 11 d'activité, et donc voilà. Au bilan, s'il y a peut-être un peu plus de morts en 2020 qu'en 2019, sachant qu'on n'a pas soigné les gens, il faut peut-être se poser des questions s'il n'y a pas un rapport entre les deux. J'y consacre un chapitre entier. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est une désorganisation, un non-soin général des gens qui sont mis dans la case Covid et des gens qui sont mis dans la case réelle alors qu'ils n'ont rien à y foutre. Des choix délétères qui ont été pris Oui. sur des gens, de les intuber, ou même, j'en parle dans le livre, de dire qu'ils sont condamnés et qu'il faut les accompagner en palliatif, enfin même pas les accompagner, leur injecter un produit dit palliatif, parce que c'était pas un accompagnement palliatif, donc c'est pas du Fameux palliatif Rivotril. strict. On injecte du Rivotril pour mettre un terme euh, Mm. à leur À souffrance, leur souffrance. voilà, et qu'on a décidé qu'ils étaient condamnés. Heu, donc ça augmente la mortalité, le non-soin, tout ça. Le non-soin, le choix du palliatif et le choix de l'intubation, tout ça, ça nous fait une belle mortalité, et puis le choix de pas soigner, on va dire, que les gens voient Oui. pas de médecin et du coup, leur situation s'aggrave, ce qui n'est pas Donc vu habituellement. l'augmentation de la hausse de la mortalité, elle est due à la manière de mesurer. Elle est due à Oui, l'abandon général. oui. C'est-à-dire qu'on a mis en place des règles bureaucratiques qui ont abandonné les gens de 3 manières. De un, on les a pas soignés, ils sont restés chez elles, ils n'ont pas eu de médecin. De 2, on les a intubés, ce qui est complètement stupide en arrivant à l'hôpital. De 3, on a mis tout un tas de personnes âgées directement en palliatif parce qu'elles étaient vieilles et qu'elles toussaient, et qu'on a dit: «Tout ça, c'est Covid», et tous ces gens-là sont rentrés dans les statistiques Covid-19, et donc il y a une interprétation qui a été faite de dire: «Ah, vous voyez, Covid-19, ça tue». Non, il y a des décisions délétères qui ont été prises, qui ont augmenté les décès par abandon, et ensuite, tous ces gens-là, on les a comptés comme étant Covid-19. Donc il y a bien une Oui. corrélation entre les comptages Covid-19 et la hausse de mortalité, c'est une corrélation bureaucratique. C'est la bureaucratie qui a interdit, qui a abandonné les gens, et c'est la bureaucratie qui a décidé que ces gens-là, il fallait les compter Covid-19. Donc il y a bien une corrélation statistique. Et c'est là qu'il faut comprendre comment on compte les choses, puisque si on s'arrête à cette corrélation, on dit: «Ah bah voilà, j'ai compris, c'est donc le Covid-19 qui tue». Ce qui est l'erreur que font en toute bonne foi énormément de gens, et ce qu'il faut comprendre que c'est une arnaque. Il y a une corrélation, cette corrélation, c'est la bureaucratie qui l'a fait. C'est là que tu soulignes que les gens,
Il y a des gens qui se sont trompés, mais sans doute en toute bonne foi, Tout à fait. parce qu'ils sont pas très malins. Non, pas forcément, il y a aussi enfin, moi je vais pas dire, c'est aussi un hasard le fait que j'ai découvert toute cette supercherie et je découvre par investigation que c'est pas la première fois que ça arrive et que je me suis déjà fait avoir par le passé. Donc si moi je me suis fait avoir sur d'autres supercheries qui ne sont pas reconnues d'ailleurs, comme étant des supercheries par tant de monde que ça, alors que c'est bien la même chose, statistiquement et que je reconnais m'être fait avoir, je conçois tout à fait que des personnes se fait avoir pour ce coup-ci. Enfin, donc j'ai aucun Bien problème sûr. avec ça. J'essaye juste de l'expliquer de manière la plus claire possible, de façon à ce que les personnes qui, ont le souhait de comprendre ce qui s'est passé, puissent ouvrir les yeux et découvrir qu'en effet, elles se sont faites avoir. Le danger pour un certain nombre de personnes, c'est que comprendre ce qu'il y a écrit dans mon livre, c'est comprendre que ce type d'escroquerie intellectuelle, en fait, ne s'arrête pas à cette histoire de Covid-19, mais un spectre bien plus large. Mon livre s'appelle Covid-19, c'est une invitation à comprendre ce qui s'est passé. Chacun ensuite peut réfléchir aux autres endroits où cette escroquerie s'est appliquée. Oui, puisque les laboratoires comme, Pfizer, par exemple, continuent, leur politique de vaccination dans d'autres domaines, que la Covid-19. Ils s'attaquent à toutes les maladies infantiles et bon, quand on connaît les dégâts causés par la vaccination, quand on sait que les enfants maintenant, reçoivent bébés, plus de 11 vaccins maintenant obligatoires, ça fait peur. Quel, Oui, oui, oui. je suis d'accord, mais moi je fais partie des gens qui ont fait vacciner, Bah leurs oui, enfants de tout ce qui était en toute obligatoire, bonne même foi, bien pas sûr. obligatoire. Ils en ont reçu chacun 14 Bon, si moi au j'en étais à dernier. 11, mais oui. Oui, 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 oui. c'était 11 obligatoires, mais moi j'ai fait plus, puisque, Un bon j'ai père fait de confiance. famille, bien sûr, qui a Moi, j'ai écouté fait confiance, et donc j'ai au fait médecin. confiance et puis c'était pas du savoir. Ce que les gens prennent pour du savoir, en fait, c'est de la confiance. C'est de se reposer sur une institution, se reposer sur, mais sans savoir comment elle fonctionne, et du coup, on fait confiance aux gens qui nous disent: «Oui, oui, c'est ça qu'il faut faire, je conseille de tout faire, même plus» et donc voilà, on fait et C'est pour faire de ça l'investigation et se rendre compte ensuite, qu'on s'est trompé, il y a tout un tas de gens pour qui c'est difficilement supportable. c'est pour ça que ce témoignage, que tu nous apportes est très important parce que je j'ai l'impression que plus ça va, plus on s'éloigne de la médecine, du médecin qui exerce en bon père de famille et selon, l'influence anglo-saxonne, les patients sont de plus en plus amenés à se prendre en charge et à être responsables de leur traitement. Donc ça commence par le consentement éclairé aussi, et ce qui est très bien. Mais il faut informer, il faut que les gens se donnent la peine de comprendre. Et ton livre y aide beaucoup et alerte sur les points précis et culminants, quoi. C'est important. Le mythe de Oui. l'efficacité vaccinale. Oui, oui, bah, déjà, tu parles de médecin, mais la vaccination, c'est pas de la médecine. Ils ont appelé ça prévention pour le rajouter, dans le spectre du médecin, mais bien le médecin, c'est quand même quelqu'un qui, reçoit un patient qui a quelque chose qui ne va pas et qui tente d'améliorer sa situation. Bon d'ailleurs, Oui, mais historiquement, moi qui maintenant, pardon de t'interrompre, mais j'ai vu l'exemple très récemment et ça m'a vraiment outrée. Quand on prend rendez-vous chez le médecin, par Doctolib, n'importe quoi, on ne peut y aller que pour un motif, alors que le corps humain quand même n'est pas composé que d'un organe et que tout est lié. oui, C'est tout grave. à fait. Moi, j'étais plutôt penché sur l'économie, mais du coup, s'il y a bien quelque chose qui est évident en termes économiques, c'est que les malades, c'est quelque chose qui est relativement rare dans la société. Heu, Même si les médecins voient que ça, ils ont l'impression qu'ils sont beaucoup. Si on fait un comptage statistique, des malades, il y en a peu. Ah Heu, bon? oui, bah, par exemple, quand on dit: «Ah, c'est une immense épidémie de grippe, tout le monde est malade à la fois», eh bien, chaque semaine, au pic du pic du pic, on a 800 nouveaux malades pour 100 000 habitants, c'est-à-dire 8 pour 1000. Donc les malades, c'est quelque chose de rare, et donc en termes de marché, si on parle de marché et d'économie, c'est pas très rentable. Le fait d'avoir fait dévier la médecine,
pour faire ce qui s'est appelé de la prévention et notamment la vaccination. Ça a permis de faire entrer dans le scope et dans le marché la totalité des personnes bien portantes. Ce qui donc en termes de marché est quand même beaucoup plus intéressant que les seuls malades. Donc il y a un objectif qui est évident, financier, qui est que les médecins et surtout l'industrie pharmaceutique aient dans leur scope tous les gens et particulièrement les bien portants. Et donc, pour cette raison, la vaccination est une arme absolue qui permet d'avoir tout un tas d'étapes obligatoires dans l'enfance où les gamins sont vus tout le temps. Mais ensuite, dans la vie, c'est là qu'interviennent tous les fameux tests de dépistage de tout et de n'importe quoi. Et c'est là qu'on arrive à l'aberration. On a des gens qui sont en parfaite santé, qui vont voir leur médecin pour savoir si des fois ils seraient pas malades. Et où on leur fait un test, et là on découvre que c'est une maladie très grave, parfaitement invisible, Bien sûr. et pour lequel il faut absolument des traitements. Et puisqu'il faut des C'est beaucoup traitements mieux en Chine. C'est beaucoup mieux en Chine où on voit le médecin pour être en bonne santé. Et c'est l'inverse. oui, oui, là bon là, une fois qu'on a commencé des traitements, il faut très rapidement des traitements pour soulager les effets indésirables des premiers traitements qu'on a reçus. Et tout ça, ça C'est s'empile. machiavélique. Et la prise de pouvoir de la finance et du grand capital sur la science et la médecine, tu peux peut-être nous en parler. Ça fait partie aussi Oui, d'un c'est le dernier de ton chapitre, livre. bon, Oui, là, de ce que je dis sur l'avènement de la vaccination et de la nouvelle mode, tout ça du dépistage, c'est quand même quelque chose qui a changé le visage de la médecine et qui l'a fait rentrer dans une ère où il y avait tellement de blé à se faire que fatalement ça intéresse la haute finance. Bon, et les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, j'en parle à la fin, ils ont une domination qui est hégémonique sur ce qui s'appelle la santé, sur tout ce qu'on appelle la santé. Ils ont tellement de fric et tellement de pouvoir qu'ils ont des pouvoirs décisionnels qui sont incroyables. Et ils financent notamment, alors la recherche, certes, pour ce qu'on appelle la recherche, mais surtout, les magazines de recherche, tout ça, qui vont tous, publier des articles qui vont brosser les laboratoires qui payent rubis sur l'ongle des trucs dans le sens du poil. Et puis les laboratoires qui passent leur temps aussi à payer des médecins, les grands directeurs des hôpitaux, les chefs de service, à leur offrir des conférences à Bora Bora, une semaine tout frais payé en famille. Enfin, voilà, il y a une corruption totale de de la quasi-totalité des décideurs, quel que soit leur niveau, par les grands laboratoires pharmaceutiques. Et toute cette corruption, elle est payée par quoi? Bah, par nos impôts, puisque bien sûr. ils ne se font pas de fric, par le fait de réussir à vendre quelque chose qui marche aux gens en les convainquant, mais ils font de la corruption active auprès des décideurs qui ensuite vont prendre le fric qui vient de nos impôts, de la sécu, pour nous imposer ensuite, des traitements, financés, quoi. Donc c'est bien ça qui est en train de se passer. Heu, donc la corruption, elle est générale, et elle est là, elle est au niveau décisionnel et c'est bien notre argent qui part, pour financer, bah, voilà, ce joli système. Et tu parles des liaisons dangereuses, des conflits d'intérêts avec les cabinets de conseil aussi, le rôle des cabinets de conseil. Oui, le cabinet de conseil sont On peut entrés en te France en 2009, enfin, c'est quoi? C'est l'élection de Nicolas Sarkozy à peu près, que le visage de la France a changé et où ils sont devenus hégémoniques. Donc auparavant, il y avait des lobbies, partout, hein, comme partout, mais qui travaillaient auprès des on va dire des députés, des sénateurs un par un pour influencer des trucs, pour leur faire des beaux discours et qu'ils avancent, enfin essayer d'intervenir dans les lois. Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy et le recours au cabinet de conseil, on est passé à un autre niveau. Les cabinets de conseil ont pour clients les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi, mmh, voilà, big tech, big finance, et donc ces cabinets de conseil sont aussi payés par nos impôts pour conseiller les décideurs et arrivent donc directement avec des projets de loi, directement auprès de l'exécutif qui va ensuite les faire passer et les faire voter par l'assemblée. Donc on est passé d'un système où il y avait une gentillette corruption, au sein des institutions à quelque chose qui est devenu un pilotage, directement de l'extérieur de la part des institutions françaises. Et pendant toute cette période, c'est bien ça qui a prédominé. qui n'hésitent pas à appeler des cabinets de conseil à l'étranger.
en Oui, plus. ce sont la plupart McKinsey, c'est américain, qui Mmh. défendent des intérêts, enfin qui sont aussi payés par, des intérêts américains, donc c'est même pas non plus des intérêts français. C'est Big Finance qui est derrière, Big Tech quand ça concerne Big Tech, Big Pharma quand ça concerne Big Pharma. Pour l'armée aussi, hein, ils interviennent et ils disent ce qu'il faut faire, avec notre armée, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est des Oui, puissances étrangères, et des intérêts privés étrangers qui vont donner des conseils pour savoir ce qu'il faut faire avec nos installations militaires, hein. C'est c'est quelque aberrant. chose. Mmh. Le rapport du Sénat sur les cabinets de conseil, et c'est assez fou de se rendre compte à quel point ils sont intervenus partout. Et pour toute la politique sanitaire depuis 3 ans, ce sont eux qui étaient à la manette. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement s'est défaussé toute responsabilité, a dit on va faire, allez, cabinet de conseil, vous décidez, on va tout mettre en place, et c'est vous qui décidez comment on fait, quoi. Euh, Trop voilà, donc facile, trop c'est facile. un. Donc nos impôts nous servent à payer des instances privées étrangères, qui vont écrire directement nos lois et savoir ce que l'on doit faire. On en est là en termes de, bah, je sais pas comment est-ce qu'il faut appeler ça, de dictature, de Oui, c'est ça, de totalitarisme. oui, oui, c'est ça, et puis on va dire d'absence, de pouvoir politique, réel, de discussion, de débat, de démocratie, même de démocratie représentative, quoi. Ils font rien, ils font plus rien, ils font que, Est-ce que depuis la publication de ton livre et surtout des résultats qui n'ont pas manqué quand même d'être connus certainement par les différentes instances, les hôpitaux, les médecins, les politiques, est-ce que tu as remarqué un changement d'attitude ou au moins un petit éveil, une petite lueur pour re- remanipuler, remettre en place, repenser le système de, de- des je ne sais épidémies. pas. Écoute, la stratégie, médiatique autour de mon livre a été assez simple, personne n'en parle, point. Ouais, Heu, je voulais en venir à ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de difficultés oui, à, oui, à ce qu'il on a soit eu beaucoup de diffusé. difficultés. On a réussi à obtenir donc, André Berkoff, mais du coup qui est dans tous les bons coups. Heu, Clémence Oudiakova aussi sur, Radio Courtoisie, mais du coup, ce sont des médias, on va dire, très petits. Et puis on a réussi à contacter personnellement Pascal Praud qui m'a fait passer, donc j'en profite pour le remercier, Oui, mais j'ai lui-même. remarqué qu'il n'était pas tendre en Oh, entretien. il y a une Et différence entre, lui, ces questions qu'il a posées et puis celles qui lui ont été préparées. C'est pas forcément lui qui prépare les questions et les interventions. Donc, moi, d'accord, donc il j'ai n'a pas pu les coups de développer. franche. J'ai pas enfin, si, il a les coups des franches sur ce qu'il va dire, mais quand il lit son texte, où il décrit, les qui va servir ensuite à poser des questions, c'est pas forcément lui qui a écrit ce texte-là, c'est son équipe D'accord. qui prépare l'émission aussi. D'ailleurs, il a à chaque fois rajouté un petit mot qui apportait une nuance par rapport à la dureté de ce qu'il venait de lire. Heu, donc voilà, ça montre que tout le monde n'est pas forcément d'accord, Ça, ce c'est qui est pas pas plus mal. grave que tout le monde soit C'est pas pas grave. d'accord. L'important, c'est qu'on puisse discuter. Et c'est donc ça a été très dur. Donc c'est bien en le contactant personnellement qu'on a réussi à passer dans son émission. Passer par tous les autres canaux était un échec. Donc je le remercie personnellement, Bravo. d'avoir osé me recevoir. Mmh. Et puis ça avait aussi permis, ensuite, bah, Yvan Rioufol qui avait déjà écrit une note de Oui. blog, sur son site, dès le début de la sortie de mon livre, m'a reçu également et j'ai pu développer, mon propos. Et donc ces deux événements ont donné de la visibilité au livre, c'est certain, mais la stratégie de tous les autres médias, c'était surtout de pas une ligne. On a beau être dans le top des ventes pendant des semaines alors qu'ils reçoivent, Incroyable. des gens qui arrivent pas à vendre de bouquins, mais qui sont leurs copains, tout ça, mais ça, ils les reçoivent sans aucun problème. Mais alors nous, non, il y avait, aucun moyen d'intervenir nulle part. Heu, il y a un moment, il y a comment il s'appelle le directeur du Figaro, Hériot, je crois qu'il s'appelle? Hercott? J'ai eu peur d'écorcher son nom, je suis désolé si je l'écorche. Je présente mes places d'excuses si j'écorche le nom, mais bref, chacun verra, comment il s'appelle. Qui est sur, comment ça s'appelle? Sur France, c'était sur quoi? France Inter, France, France dans Inter. l'émission de comment il s'appelle? Léa Salamé et zut, comment il s'appelle? Ouais. Nicolas Demorand. Voilà, à tenter un petit truc à un moment, dire: «Oui, donc il est en top des ventes depuis longtemps. Est-ce que par hasard il s'est très contesté, très contestable ce qu'il a dit, hein. Ouh là là, c'est pas bien. Mais est-ce qu'on pourrait pas se permettre à un moment, peut-être de lui poser une question pour le contester?»
sa chronique qui dure, je sais plus 2 minutes, elle est assez délicieuse parce qu'en fait, il est en train de réclamer, en pleurant à la radio, peut-être de s'accorder juste le droit de me poser une question, ce qui visiblement lui a pas été accordé puisque j'en ai pas reçu. C'est bien Donc qu'il ait voilà, pu en parler déjà. Ça va ça va c'était changer. le grand silence en tout cas. Ça a un peu changé avec la diffusion du livre d'Alexandra Orion-Coade, qui elle a une force de frappe beaucoup plus forte que la mienne et qui a fait sortir du bois, du coup, Le Parisien, Libération, qui se sont du coup dit qu'il fallait là, qu'il fallait prendre les armes pour, combattre, la méchante désinformation, sans jamais nous poser une question d'ailleurs, hein, mais voilà, qu'il Ah fallait, bon. demander à des experts et puis qui pour démolir ce qu'on avait raconté. Donc j'ai répondu, hein, aux différentes attaques du Parisien, mais ça s'est arrêté là. Donc grâce à Alexandra quand même, qui a un point de vue assez différent du mien d'ailleurs sur la situation, mais qui permet de remettre en question au moins la partie vaccination, on a au moins réussi à ce que les gens sachent qu'il existait quelque chose, même si c'était uniquement du dénigrement. Et puis il y a Laurent Toubiana aussi, qui a écrit son livre et qui est écrit dans le tien, c'est la postface, avec Covid-19, une autre vision de l'épidémie. Voilà. On pourrait peut-être indiquer à nos auditeurs les liens que vous avez tous les deux, votre site, ta chaîne qui s'appelle Décoder Décoder l'écho. l'écho. Peut-être Eric pourrait l'écrire dans le bandeau et le faire passer. Oui, alors bon, il se trouve que, ça fait un certain nombre d'années que j'écris, des articles, que je que je diffuse auprès de sites gratuits comme Agoravox, ou que j'envoie à d'autres personnes, mais voilà, de manière, relativement anonyme et pour ce que je dis, ce soit un peu plus vu, je mets en vidéo ce que je raconte sur la chaîne qui s'appelle Décoder l'écho. Mais bon, ouais, bon, j'étais plutôt en train d'écrire des articles et la chaîne est arrivée après juste pour avoir que ce que je dis soit un peu plus vu, c'est tout. Oui, ben Heu, merci. voilà, bah, Parce que du coup, bon, elle a un peu plus de elle a pris un petit peu d'ampleur depuis cette chaîne, heu, pour ce les qui internautes que la lecture d'un gros pavé pourrait rebuter, ça serait intéressant qu'ils aillent sur cette chaîne aussi, regarder oui, et après c'est plus facile d'aborder le livre quand on a déjà vu une vidéo. Enfin, c'était mon cas, oui ou une c'était mon cas. conférence. Oui, oui, c'était très bien d'ailleurs. 2 heures non-stop où tu avais été formidable. La salle Je vais était préciser, conquise. voilà, Décoder l'écho, c'est ça. Merci Je Eric. je vais préciser à ce stade, que donc sur la chaîne, vous verrez qu'il y a pas de pub, donc je fais pas du tout d'argent, avec cette chaîne-là, c'est pas mon but, d'aucune sorte. Moi, j'ai une vie professionnelle à côté, ça on va dire, c'est un passe-temps citoyen. Voilà, c'est même pas un passe-temps, c'est une activité citoyenne. Moi, je considère que je participe à la vie citoyenne en faisant ça, donc je gagne pas d'argent avec. Je gagne pas d'argent non plus avec le livre, puisque Oui, la puisque totalité tout de mes droits est d'auteur sont même pas reversés, sont versés directement, donc j'en vois pas la couleur, d'aucune oui. sorte, j'ai jamais été rien touché, sont versés à Où est mon cycle, l'association qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes menstruels suite à la vaccination, et toutes les conférences que j'ai faites jusqu'ici, j'ai pas été rémunéré pour ça non plus. Heu, voilà, il y a des associations qui m'ont payé mes billets de train pour que je puisse venir, ce genre de choses, mais voilà, je ne suis pas rémunéré non plus. Donc j'ai tout fait sur toute cette histoire de manière entièrement bénévole, donc d'aucune sorte. Tous les journalistes qui s'amusent à dire que c'est un business ou que je fais de l'argent, c'est de la diffamation et c'est tout. Je n'ai pas gagné le moindre euro de tout ça depuis le début. Merci, c'était important de le souligner et l'heure est passée, très rapidement et hélas et avant de nous quitter, je voudrais souligner, comme le dit, Laurent Toubiana, que voir que les autorités sanitaires faisaient exactement le contraire de ce que la connaissance des épidémies aurait dû leur commander, était une sacrée alerte en soi déjà. Il y avait une différence entre le discours et l'observation et si on avait su, on aurait pu éviter des morts, à moins que ça ait été télécommandé. Ça, c'est un autre sujet. Tu, nous rappellerons que la science
c'est le contraire du dogme idéologique ou religieux, c'est ta conclusion que je reprends. Elle n'est qu'une méthode visant à rendre compte le plus objectivement possible du fonctionnement d'une réalité, de répondre à la question « Comment ça marche ?» Merci Pierre pour ton importante contribution, tant dans les résultats annoncés que dans les hypothèses émises. Et j'imagine que les discussions ne sont pas terminées. Merci On beaucoup rappelle ta Jackie de m'avoir chaîne, reçu. Décoder l'écho, et on invite tout le monde à suivre. Je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu et je souscris effectivement entièrement à ce que tu as rappelé sur la science et puis, bah, il y a pas que la science, hein. La science, c'est le débat, mais la démocratie aussi. Il serait quand même temps de s'en rappeler, et donc voilà, on risque pas d'avancer ensemble tant qu'on se dit pas les choses, qu'on n'a pas le droit de les dire et qu'on n'est pas capable d'apporter des arguments, des contre-arguments et de discuter. Voilà, donc discutons et retrouvons la science et la démocratie. Exactement, il y a encore du pain sur la planche. Merci beaucoup Pierre. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.